Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Le thème « Devenir entrepreneur, quelles aides pour booster le financement de mon projet ?» Donc, on va voir très globalement la construction d'un projet au niveau financier. Et vous avez justement trois spécialistes, trois métiers sur lesquels vous pourrez vous appuyer dans la construction de votre crédit professionnel. À commencer par Olga Romulus. Bonjour, donc Olga Romulus, je suis expert comptable spécialisée en franchise et directrice des relations extérieures du groupe Fiducial. Michel Château. Bonjour, je suis Michel Château, en relation avec des franchiseurs sur le territoire de la Banque Populaire Régionale que je représente, qui est située sur la Bretagne, Pays-de-Loire et Basse-Normandie. Et donc Emmanuel Verbaere. Bonjour à tous, je suis donc Emmanuelle Verbaer, je suis gérante de l'agence Crédit Pro Paris-Montparnasse, donc finalement je suis franchisée, comme certains d'entre vous peut-être le deviendront. Voilà. Ouais. Donc Emmanuel, on va attaquer directement dans le vif du sujet avec les aides, puisque vous êtes membre d'un jury d'un organisme qui attribue des aides. Alors, comment ça se passe déjà côté candidat entrepreneur, et puis comment est-ce qu'on devient un jury dans ce cadre? Oui, tout à fait. Donc, je suis partenaire expert de Paris Initiative Entreprise, qui a financé plus de 6000 entreprises. Et donc, je participe plusieurs fois par semestre à des jurys où des entrepreneurs viennent présenter leur dossier. Et le but, c'est de leur octroyer un prêt d'honneur. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est regardé par le jury ? En fait, l'objectif, c'est de regarder le triptyque gagnant. Le triptyque gagnant, aujourd'hui, c'est évidemment vous, l'entrepreneur, le porteur de projet, à la fois sa situation personnelle, mais aussi son profil. Est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre cette personne et son projet ? Mais aussi, si cette personne rachète un fonds de commerce ou prend un nouveau bail, la valorisation du projet et la faisabilité finalement de ce projet. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est l'apport dans ce projet. Et justement, le prêt d'honneur qui va être octroyé pourra aider à avoir plus d'apport. Je vous demanderai juste de coller un peu Bien plus sûr. pour que ça résonne mieux dans l'assistance. Donc là, on a vu sur le fond et sur la forme, parce que ça compte aussi beaucoup de voir l'attitude du candidat, voir s'il adopte déjà la posture d'un chef d'entreprise. Tout à fait. Donc, lors de la présentation du dossier, en fait, il y a 10 minutes qui sont prévues pour que le porteur de projet puisse justement présenter son dossier. Et après, il y a 20 minutes de questions-réponses. Mais avant tout ça, vous, le porteur de projet, vous aurez envoyé votre dossier. Et en fait, Paris Initiative Entreprise va accorder beaucoup d'attention à des détails. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le bail ou le projet de bail que vous pouvez présenter ou la promesse de fonds de commerce. Ce sont des documents juridiques qui peuvent être très succincts, une page, ou qui peuvent faire une vingtaine de pages. Et évidemment, on pourra aussi juger votre capacité à travailler avec d'autres experts pour que ces documents juridiques soient complets et efficaces. Et cette vérification est faite par Paris Initiative Entreprise. Donc, c'est vraiment important de bien présenter aussi en forme votre dossier. Comment la décision elle est prise par le jury, justement par rapport à un candidat qui se présente à Paris Initiative Entreprise? Alors en fait, le jury est composé d'une dizaine de personnes. Il y a souvent d'ailleurs des banquiers, il y a souvent des avocats, des experts comptables, d'autres métiers de l'accompagnement. Et les 10 premières minutes sont vraiment des minutes d'écoute où on va juger de la cohérence du dossier et aussi de la capacité du porteur de projet à pouvoir argumenter sur son chiffre d'affaires et aussi l'interaction entre les associés, parce que vous ne portez pas toujours un projet seul, vous êtes entre associés. Donc c'est cette cohérence qu'on recherche, et dans les 20 minutes suivantes de questions,
on recherche aussi que le porteur de projet soit finalement aussi quelqu'un de raisonnable et de renseigner sur le secteur d'activité sur lequel il va aller. Et on cherche une cohérence et aussi une capacité à répondre à des questions sans forcément paniquer non plus, et une maîtrise de soi. Vous veillez à la cohérence, donc il y a aussi, vous veillez aux contradictions que vous pouvez avoir en face de vous. Juste pour terminer, quel peut être le montant qu'on peut espérer avoir, et puis combien d'entreprises ont déjà pu se créer, ont pu être lancées grâce à un prêt de Paris Initiative Entreprise qui n'est qu'une des aides disponibles? Tout à fait. Donc, le montant maximum chez Paris Initiative Entreprise, alors c'est pas évident parce qu'il y a différents dispositifs, mais le plus général qu'on peut vous donner, c'est un montant maximal de 30 000 € sur 5 ans à taux zéro. Ça, c'est un petit peu le maximal qu'on peut avoir. Et souvent, la règle, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous avez un apport de 20 000 €, PIE va abonder de 20 000 €. Si vous avez plus de 30 000 €, 30 000 €. Et donc, c'est très important parce que ça va permettre de payer tous les frais une partie des frais que vous aurez lors de votre opération et de remplir du coup les critères bancaires par la suite. PIE, c'est Paris Initiative Entreprise, et ce sont, je crois, pas loin de 6 000 entreprises. 6 000 projets accompagnés depuis la création, tout à fait. Donc, vous avez déjà abordé un sujet important, puisque les aides ne font pas un projet. Et pour quelle raison, Olga? Alors les aides, comme leur nom les indique, c'est une aide, c'est un coup de pouce en fait. Ça va aider à finaliser le projet, ça va aider soit à compléter un apport personnel, soit à aller chercher des financements qui ne sont pas forcément finançables par des solutions plus classiques comme les banques. Mais on ne va pas se le cacher, on ne peut pas financer l'intégralité d'un projet uniquement avec les aides. Surtout en plus en franchise, où là aussi on le sait, les investissements sont plus conséquents. Donc tout n'est pas financé par les aides. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Ce que les aides vont souvent financer, c'est ce que le banquier ne veut pas faire, c'est-à-dire des aspects plutôt liés à des aspects dans le besoin en fonds de roulement. Je m'explique. Quand on va chercher un financement, on va avoir à la fois des investissements, c'est par exemple du matériel, des travaux. Ça, c'est finançable souvent par un crédit classique parce qu'on apporte une garantie auprès du banquier. Par contre, quand vous allez demander le financement d'un stock, le financement d'une avance de loyer, ça, il n'y a pas de garantie, c'est un coût finalement. Et là, les aides peuvent financer cette partie en direct. Alors, on parle de prêt d'honneur. Le terme est très important. Oui. Il y a prêt, évidemment, que va voir le candidat, mais il y a aussi le terme honneur. C'est vrai que les aides, on a parfois tendance à dire, enfin c'est pas tendance, c'est super, il ne faut pas cracher dans la soupe, et on a tendance à se dire, j'y ai droit, entre guillemets. Oui, mais comme souvent dans la vie, quand on a des droits, on a des devoirs. Les aides, c'est un prêt d'honneur, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on vous prête sur votre honneur, l'honneur que vous vous engagez à le rembourser. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ces aides, ça reste quelque part de l'argent public, qui aujourd'hui, vous le savez, est rare, précieux. Et donc, c'est important aussi de l'intégrer dans la responsabilité entrepreneuriale que l'on a quand on en bénéficie. Donc, en quelque sorte, échouer, ce n'est pas une option. Non, ce n'est pas une option. Voilà, c'est l'obligation de réussite. Très bien. Et tu l'as rappelé, par rapport au gaspillage que l'on a vu justement de l'argent public, c'est l'occasion de bien l'utiliser en créant son entreprise. Tout à fait. C'est quand même formidable, je trouve, d'avoir la possibilité de disposer d'aides pour créer de la richesse. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et on est loin d'avoir ça dans d'autres pays. Michel, donc côté banque, comment est-ce qu'on considère justement l'aide qui est apportée? Est-ce que c'est intégré à l'apport personnel ou c'est considéré différemment puisque ça devrait être remboursé à un moment ou à un autre? Comme l'a bien précisé Olga, c'est une aide, soit une subvention, soit un prêt remboursable. Oui, effectivement, parce qu'il y a aussi le sujet de la subvention. Alors, elle est plus parcimonieuse aujourd'hui parce qu'elle est liée à des critères aussi très précis. Des subventions, c'est quelque chose où il n'y a pas de remboursement. Hein. C'est un don, c'est un cadeau supplémentaire. Il est quand même très lié, ce cadeau, entre guillemets, à
des territoires géographiques. Donc ça suppose qu'on va aller faire une démarche en amont du rendez-vous bancaire pour s'assurer que sur ce territoire géographique, il va y avoir une instance qui va éventuellement vous accompagner financièrement pour redynamiser ce territoire. Premier sujet. C'est souvent lié aussi à des contreparties. Tu le disais, Olga, tout à l'heure, il y a des droits, mais il y a des devoirs aussi. Le prêt d'honneur en est un, mais sur les subventions, c'est aussi le cas. C'est parfois des subventions qui sont un peu une avance sur la capacité que vous aurez demain à employer du personnel et donc à recréer de l'emploi localement. Ça, ce sont des subventions. Donc, pour revenir à ta question, effectivement, qui dit subvention, c'est assimilable à de l'apport, c'est complémentaire à l'apport, ça n'est pas remboursable. Donc, nous, on l'intègre comme de l'apport personnel supplémentaire. Enfin, on le voit dans sa globalité comme ça. Lorsqu'on est sur du prêt d'honneur, même s'il est à des conditions financières hyper privilégiées, ça reste quand même quelque chose qu'on rembourse. Il y a un capital à rembourser. C'est quelque chose qui va dans l'endettement futur de votre entreprise se cumuler aux prêts bancaires que vous allez faire. Donc là, on va le considérer dans un endettement futur de façon à voir si le business plan que vous nous proposez permet d'absorber ces capacités de remboursement à la fois du prêt bancaire et à la fois de ce prêt d'honneur. Et donc, il s'agit donc d'un prêt à taux bonifié. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Il y a un exemple très intéressant, celui d'impact local, oui, qui permet justement de s'implanter dans des zones plus délicates, comme les zones prioritaires dans les villes, les banlieues. Alors, comment ça fonctionne et comment c'est appréhendé par la banque? Alors, c'est un petit peu la croisée des chemins de ce sujet de la subvention et du prêt. C'est-à-dire que là, on est dans ce côté redynamisation économique d'un secteur géographique, donc un accompagnement par rapport à un secteur géographique, ce qui veut dire qu'il est important pour vous de voir dans quelle zone géographique vous vous situez sur votre projet, parce que vous pourrez y avoir droit ou pas, d'ailleurs, à ce sujet-là. Bon, voilà. Par contre, impact local est une forme de prêt un peu spécifique, puisqu'il ne vient pas se cumuler au prêt bancaire que vous avez. Le prêt avec impact local, c'est une avance de trésorerie que vous rembourserez sous forme d'un prêt normal, mais une fois le prêt bancaire fini. Alors effectivement, ça, si on raisonne un peu trop de façon technique, comme les banquiers peuvent le faire parfois, enfin c'est l'image qu'on nous donne en tout cas, ça coûte, parce que c'est reporter le remboursement à plus tard, et le temps c'est de l'argent, hein, c'est-à-dire que le compteur des intérêts tourne, mais c'est parfois un formidable coup de booster, parce qu'on n'aurait peut-être pas pu forcément pouvoir s'installer autrement. Donc on paye d'abord son prêt bancaire, au bout des 5 ans, au bout des 7 ans du prêt bancaire fini, on attaque le remboursement de ce prêt impact local. Et donc nous, dans l'appréciation, dans la question que tu nous as posée juste en amont, il n'y a pas ce cumul de prêts les uns à côté des autres, c'est après. Donc ça peut aussi faciliter l'acceptation du crédit bancaire. Puis au démarrage, soulager la trésorerie, pardon. Oui. Sur les aides, tu parlais d'impact local, mais est-ce que le banquier il peut rappeler ou solliciter en tout cas le candidat à le tourner vers la demande d'aide publique? Oui. Alors effectivement, vous avez différentes approches, hein. Vous êtes venu au salon de la franchise, par exemple, et on dit communément que c'est de la création accompagnée. Vous avez un franchiseur qui vous accompagne, qui vous prépare le terrain. Alors attention, hein, vous allez devenir le patron de votre propre entreprise, donc c'est pas juste du maternage, hein, c'est de l'accompagnement. Il faudra rester son propre acteur de son activité. Mais effectivement, vous avez en amont ce franchiseur qui peut vous ouvrir des portes pour dire « As-tu pensé à, en fonction de ce secteur géographique, à obtenir une subvention? As-tu pensé à avoir pour un prêt d'honneur, à préparer ton dossier ?» Ce sont des gens qui peuvent vous accompagner sur le sujet. L'expert comptable prend aussi le relais, ne l'oublions pas, sur le sujet. Le courtier peut avoir cette démarche aussi de son côté. Et donc, il y a cette possibilité de l'entrevoir. Après, il peut y avoir des manques par rapport à ça, et puis vous pouvez vous installer pas forcément qu'en franchise ou accompagné d'un courtier ou accompagné d'un franchiseur. Et donc, effectivement, le banquier peut aussi vous suggérer lors du rendez-vous bancaire de dire « Tiens, mais avez-vous pensé à finalement aller voir Initiative, à aller présenter votre dossier devant telle ou telle instance ?» Oui. Merci. Et il faut bien rappeler aussi que les aides sont parfois dédiées à certaines populations, comme les femmes par exemple. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se renseigner pour savoir ce à quoi on peut avoir droit. Olga, Michel a parlé d'impact local, mais il y a aussi Monte ta franchise, qui a une autre forme d'aide intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
On va récupérer des minutes à la fin, non, avec ces annonces. Alors oui, monte ta franchise, c'est un peu dans le même esprit que Impact Local. Hein. C'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que ça permet d'aller financer en fait des éléments qui ne sont pas forcément finançables par un crédit classique et de bénéficier de ce fameux report de remboursement après les banquiers, en ayant normalement juste les intérêts intercalaires qui sont payés. Donc du coup, vous payez quand même les intérêts pendant toute la durée, en fait, et puis à l'issue du délai de 5 ans ou 7 ans, on doit rembourser l'intégralité du prêt. C'est aussi c'est un prêt, donc il y a des côtés positifs, mais il faut faire attention au revers de la médaille, parce que les taux ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des banques, Oui. Ils sont bien plus élevés. Ils aident à se lancer, mais il faut quand même les rembourser. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces revers de la médaille auxquels il faut veiller? Et oui, alors quand on a besoin de financer un projet, on est moins regardant. Hein. Quand on a besoin d'argent, on va le chercher. C'est vrai que ces montages sont très agiles, comme j'aurais pu aussi parler du crowdfunding, hein, qui est un peu dans le même principe, où on va aller chercher du financement justement par appel à la foule pour aller récupérer du coup de la trésorerie. Mais effectivement, les revers, il y en a deux principalement. Le premier, c'est le taux d'intérêt. On va être sur des taux d'intérêt qui vont flirter avec les 10%, donc ce n'est pas neutre voilà, dans le montage d'un business plan. Voilà. La banque, on est à peu près à quel niveau en général? Mettons plutôt du 3 ou 4% au grand maximum. 3 ou 4%. Oui. Et puis l'autre aspect alors, qui est très sympa, c'est qu'on vous laisse tranquille pour le remboursement, on le décale, mais quand la date arrive, eh ben, il faut tout payer d'un bloc. Et si jamais ça n'a pas été bien anticipé, c'est-à-dire que l'argent n'a pas été préservé pour l'extinction de cette dette, ou le business n'a pas été vraiment au rendez-vous comme on l'espérait, eh ben, on se retrouve à l'échéance avec un mur de dette qui fait qu'il faut souvent des fois repartir avec un autre prêt pour pouvoir rembourser ce prêt initialement contracté. Bon là, je vous décris les pires scénarios, hein, mais c'est juste pour vous mettre en garde sur ce revers de la médaille. Et puis le franchiseur, il reste aussi un partenaire. Il peut, de par son modèle économique, comme la commission affiliation, qui était au départ dans le vêtement, dans la vente de vêtements, mais qui se déploie sur d'autres secteurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat avec le franchiseur? Oui, alors ça, c'est le point fort de la franchise. C'est-à-dire quand on est entrepreneur indépendant, on est un peu seul avec soi-même et son banquier. Là, sur le financement, quand on est en franchise, le franchiseur, il peut aider. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, et puis tous les modèles économiques ne sont pas adaptés mais on le voit régulièrement. Le franchiseur, par exemple, il peut aider sur, je vous parlais des stocks, on peut avoir des franchiseurs qui, pour le premier stock, le stock d'armement, qui va faire qu'on va remplir le magasin, ils vont permettre un étalement. Ils ne vont pas vous faire cadeau du stock, il ne faut pas exagérer, mais on va pouvoir payer en plusieurs fois le stock initial. Donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore payé le stock, vous pouvez déjà encaisser les produits de la vente et donc générer de la trésorerie. La commission affiliation que tu évoquais, c'est un peu le même principe. Le stock, il est porté par la tête de réseau. C'est-à-dire que vous ne payez pas le stock, il est mis à votre disposition et vous le payez qu'au fur et à mesure où vous le vendez. Donc ça, c'est encore plus confortable. On va voir aussi des éléments qui peuvent être, sur certains coûts liés à la franchise, des décalages. Par exemple, les redevances des premiers mois, on va les décaler pour, pareil, éviter d'asphyxier la trésorerie du franchisé. Et puis, on peut avoir, alors c'est plus rare, c'est des montages plus pointus, mais on peut avoir des franchiseurs, entre guillemets, financeurs. C'est ce qu'on va appeler la franchise participative, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment à votre entreprise. Alors, pour ça, c'est très délicat à manipuler, il faut faire attention. Mais sur le principe, ils prêtent de l'argent aux franchisés. Ils se positionnent un peu en banquier complémentaire pour des besoins ponctuels de trésorerie. Quel est le point de vigilance par rapport à la franchise participative? Parce que c'est vrai, on en parle, mais il faut vraiment être hyper attentif. La franchise, c'est la réunion de deux entrepreneurs indépendants. C'est le socle. Et quand on est en franchise participative, franchiseurs et franchisés sont associés. Et donc, du coup, le sacro-saint principe de séparation des deux entités, il n'existe plus totalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit une situation qui fait qu'il y a toujours un franchisé qui reste très largement majoritaire dans le montage et que ça doit être, à mon sens, une situation ultra ponctuelle. Et dans les modèles les plus propres, en tout cas que j'ai pu observer, le montant, parce que vous allez valoriser votre point de vente, donc à 3 ans, il doit être fixé avant, c'est-à-dire au démarrage de l'activité.
Oui, parce que quand vous sortez, quand vous remboursez les parts à l'associé, effectivement, il faut que le prix soit fixé, sinon vous repayez un peu une deuxième fois votre travail. Il y a les aides financières, mais il y a aussi les aides non financières. Est-ce que tu peux nous en parler également ? Oui, c'est vrai que quand on parle aide, on pense tout de suite à aide financière, argent, parce que c'est souvent ce dont on a besoin. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de dispositifs d'aide en France qui permettent de faire vraiment du coaching en fait, et d'aider les entrepreneurs dans ce process en fait, de création d'entreprise. La première maladie du chef d'entreprise, pour moi, c'est l'isolement. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est souvent tout seul à la barque, on est le seul capitaine du navire, à prendre des décisions, à mal dormir la nuit et assumer les conséquences de ses choix. Eh bien, ça, c'est très, très, très dur moralement. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs qui existent au travers des CCI, au travers de collectifs d'entrepreneurs comme Réseau Entreprendre, enfin, il y en a plein, et qui permettent d'avoir des communautés d'entrepreneurs, des communautés de sachants, d'experts, qui vont vous aider, vous accompagner, peut-être même vous coacher, j'ose le mot, pour vous faire grandir dans votre posture d'entrepreneur et vous aider à prendre les bonnes décisions et à vous nourrir en fait de toutes ces expériences-là. Moi, j'ai un de mes clients un jour qui m'a dit, tu sais, pour m'en sortir, il faut que je sorte en fait. Donc pour s'en sortir, il faut sortir. Voilà, il faut aller au-devant d'autres entrepreneurs. Et c'est pas parce que vous êtes dans un réseau de franchise où c'est vrai que vous avez quand même une chance énorme, c'est-à-dire d'avoir des confrères qui font exactement le même métier que vous, souvent depuis plus longtemps, ils peuvent vous apporter leur expérience, mais ça ne doit pas vous empêcher d'aller voir à travers le réseautage notamment d'autres métiers, d'autres façons de faire, parce qu'il y a un ADN assez commun au métier de chef d'entreprise et c'est toujours intéressant d'apprendre d'autres secteurs. Emmanuel, dans les solutions, donc il y a aussi un organisme de financement qu'on ne connaît pas toujours, mais qui aide véritablement, notamment sur les gros investissements, c'est BPI France. Alors comment ça fonctionne BPI France dans le cadre du financement professionnel? Voilà, donc nous, en fait, au niveau des dossiers qu'on monte, il nous arrive de solliciter la BPI sur une partie bien précise qui s'appelle la partie cofinancement. Donc, les banquiers connaissent très bien la BPI sur la contre-garantie et elle est sollicitée directement par eux. Mais nous, sur la partie cofinancement, on travaille vraiment en partenariat avec la BPI. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, au lieu de demander l'intégralité de votre prêt à la banque, vous pouvez demander une partie de ce financement à la BPI. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Il y a plein d'intérêts. Le premier, c'est que la BPI a des dispositifs de cofinancement qui proposent des différés bancaires. Donc, ça vous donne le temps de lancer votre entreprise avant de commencer à payer ce petit bout d'emprunt. Et c'est non négligeable, ça vous donne vraiment entre 12 et 24 mois quelquefois, donc c'est vraiment très, 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 très intéressant. Le taux qui est proposé est le même que celui de la banque, donc là, vous ne vous posez pas trop de questions, on sera dans des taux marchés. Et un grand avantage aussi, c'est que la BPI n'est pas vrai, même si on dit banque publique d'investissement, la BPI ne fonctionne pas vraiment comme une banque puisque vous n'avez pas à placer votre chiffre d'affaires à la BPI. Et donc, c'est super parce que la banque peut vous financer et vraiment le fonctionnement récupère la totalité du chiffre d'affaires, mais la BPI participe en même temps. Et donc les banques sont très friandes qu'on mette en place ces solutions pour diminuer leurs risques et vous vous retrouvez avec certes 2 lignes d'emprunt, mais ça permet de faire passer votre dossier plus facilement. Et donc nous, chez Crédit Pro, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie simultanément votre dossier à la fois à nos partenaires bancaires et à la BPI, et on suit les dossiers en simultané via un outil qu'on a et qui permet vraiment d'optimiser vos conditions de financement. Alors il y a plein d'autres aides à la BPI, on pourrait faire tout un roman sur la BPI tellement qu'il y a d'aides entre l'innovation, l'international, etc. Mais sur la franchise, notamment peut-être quand vous reprenez les parts d'une société, on n'est pas obligé toujours de créer une franchise, on peut aussi reprendre une société qui est déjà en franchise, qui a déjà un contrat de franchise. Alors faites attention que le contrat de franchise n'expire pas quand même l'année
après que vous l'ayez repris, hein, négociez bien les choses, mais voilà, tout est possible et donc il faut étudier tous les scénarios et la BPI est vraiment un partenaire très intéressant. Peut-être rappeler les 4 grands domaines: subventions, avances remboursables, dispositifs fiscaux et garantie de couverture de perte. Ça, ce sont les... Voilà, c'est un petit peu le spectre large de ce qui est proposé à la BPI. Après, je peux vous donner quelques exemples comme ça. Il y a par exemple un prêt tourisme qui existe, hein, qui est à destination de l'hôtellerie, la restauration, alors qu'il y a des critères qui se réduisent de plus en plus, certes. Cette année, c'est encore un petit peu restreint, mais il faut aller les chercher, ces dispositifs, parce que peut-être qu'avec juste votre montage classique, votre dossier ne pouvait pas se faire. Et puis en ajoutant une solution de plus, eh ben vous allez pouvoir ouvrir. Et il y a plein de petites aides aussi, mais toutes petites, sur par exemple des équipements qui peuvent être pénibles. Et on trouve un équipement qui a moins de pénibilité pour vos équipes. Eh bien vous pouvez avoir une subvention pour cet équipement, etc. Ou alors des prêts verts, voilà, des initiatives de développement durable. Il y en a plein, il faut chercher. Il y a plein de sites internet ou des conseillers BPI qui peuvent vous aider, ou nous, les courtiers, évidemment. Ou les banquiers aussi. Ou les banquiers qui connaissent bien. On va revenir à Michel. Alors, on est dans une période économique, on va dire, un petit peu délicate, mais les banques prêtent toujours, il faut bien le dire. J'ai travaillé dans l'immobilier où il y avait la crise et tout le monde disait il n'y a plus de ventes, il y en avait 650 000 au minimum par an de transactions. Donc, comment est-ce qu'on peut préparer au mieux son dossier quand on va voir la banque, puisque c'est pas simplement, on n'y va pas à la one again, quoi, en fait. Il faut avoir préparé, et quoi précisément? Oui, on prête toujours dans le monde bancaire, rassurez-vous. Effectivement, l'exercice est peut-être plus professionnalisé pour le porteur de projet parce qu'il faut venir quand même avec quelque chose de très concret. De toute façon, il y a une constante. Même dans une situation économique qui était plus favorable par le passé, il faut d'abord se vendre aux banquiers. Demain, il faudra vendre ses produits aux clients ou vendre ses prestations aux clients, mais il faut d'abord savoir aussi se vendre aux banquiers, leur assurer aussi, parce que nous, en fait, on n'est pas là pour vous sanctionner ou être le couperet qui donne vie ou mort sur un projet. On est là pour s'assurer que vous êtes bien mis dans une perspective de vous transposer dans ce que sera demain votre activité. Et donc, venir au rendez-vous bancaire, c'est venir avec quelque chose de préparé, avec des éléments factuels, avec des éléments précis aussi. Et parfois, il y a une erreur qui est commise, c'est de venir trop tôt au rendez-vous bancaire. Pas trop tard, mais trop tôt. Trop tôt parce que j'ai l'intention d'entreprendre, je viens vous voir pour savoir combien vous pouvez me prêter. Et la réponse ne pourra être pertinente de la part du banquier que si on sait sur quoi on a des besoins de financement. Je vous cite des exemples très simples qui peuvent sembler être une caricature, mais qui sont parfois notre quotidien sur des rendez-vous bancaires. Je viens au rendez-vous bancaire, je n'ai pas encore trouvé mon local. Si je n'ai pas trouvé mon local, probablement que s'il y a des travaux d'agencement sur le local, probablement, de façon certaine, je n'ai pas les devis, je n'ai pas un chiffrage précis du projet. Donc on va avoir un rendez-vous sympa, mais où tout le monde va sortir frustré. Le conseiller bancaire, parce qu'il va se dire finalement, on va se revoir, mais on a avancé sur rien. Le porteur de projet qui va se dire, finalement, je suis à mon banquier, mais je ne suis pas plus avancé qu'avant d'être rentré dans l'agence. Donc, ayez cette importance de venir en ayant quand même le bon timing, celui de se dire, voilà, j'ai quand même avancé, je sais où je m'installe, je sais quels sont mes besoins. Et dans le besoin de financement, ne venez pas simplement en disant j'ai besoin de 80 000, j'ai besoin de 100 000 euros. Venez avec le détail de ça, parce que plus le détail sera précis, plus on va vous apporter une réponse précise sur le format de remboursement. En général, on ne fait pas une réponse aujourd'hui en ne faisant qu'une ligne de prêt sur 7 ans ou sur 5 ans. Il va y avoir un véhicule utilitaire à financer, on va peut-être envisager une solution de crédit bail. Il va y avoir des sujets de matériel, d'informatique, on va envisager un moyen terme, enfin un prêt moyen terme. Moi-même, j'ai un jargon un peu, la technique, un prêt qui va se rembourser sur plusieurs années.
Par contre, comme tu le disais tout à l'heure, il y a le sujet du fonds de roulement, c'est-à-dire au départ ce besoin de trésorerie pour le stock, pour peut-être même j'ai besoin moi-même de me servir un salaire dès le premier mois d'activité, donc alors que je ne vais pas encore rentrer mon chiffre d'affaires et ma marge pour pouvoir le faire. Et là, on aura une réponse qui sera peut-être plus appropriée sur de la trésorerie au quotidien, pas forcément sur un prêt moyen terme. D'où cette nécessité, franchement, de venir avec le maximum d'éléments lors du rendez-vous bancaire, parce que sinon, ça va être déceptif, très clairement. Et est-ce qu'on peut venir accompagner? C'est-à-dire accompagner, par exemple, par un courtier ou... Alors, bien entendu, on peut venir accompagner. Alors, la question, moi, je l'ai souvent, est-ce qu'un franchiseur peut accompagner? Est-ce qu'un courtier peut accompagner? Les courtiers, on travaille avec vous très régulièrement sur des dossiers, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le courtier, souvent, est une forme de garantie pour nous de la complétude du dossier, c'est-à-dire de venir au bon moment au rendez-vous bancaire, parce que vous avez l'habitude dans votre profession de ces sujets-là, et vous savez qu'il sera trop tôt pour intervenir. Donc le rendez-vous se fera au bon timing. C'est peut-être une façon de s'assurer ce genre de choses. Le franchiseur, c'est possible aussi, avec le petit bémol que Olga, tu évoquais, c'est qu'on reste quand même sur 2 personnes morales, avec 2 activités, deux entrepreneurs l'un à côté de l'autre, qui ont certes la volonté de travailler ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence de l'un dans l'autre, quelque part. Bon. Et de toute façon, que ce soit, si j'ai le meilleur conseil à vous donner, que ce soit le courtier ou le franchiseur à venir, c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui vendez le sujet. Moi, j'ai une agence l'autre jour où j'avais organisé un rendez-vous avec un franchiseur qui accompagnait. Ça m'intéresse toujours de rappeler l'agence pour savoir comment s'était passé le rendez-vous, s'il y a des besoins de compléments d'information et tout sur l'enseigne. Et on me dit, le franchisé, le futur franchisé, je ne sais pas. Il n'a pas parlé, ça a été le franchiseur qui a parlé tout le temps. Et je suis incapable de dire aujourd'hui si il tient la route. J'ai pas eu cette perception, quoi, quelque part. Donc c'est aussi quand même le danger. Je pense que l'accompagnant, quel qu'il soit, doit être un filet de secours, un filet de sécurité, mais ça doit quand même rester vous qui êtes face à votre banquier et qui devez vous présenter, quoi. Voilà. Alors, quand on parle de porteur de projet, c'est lui qui porte. C'est celui voilà, qui porte le projet. C'est bien vous demain face à un banquier, quoi. Vous avez l'intention d'entreprendre et c'est vous, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être préciser une petite chose aussi. Vous allez rencontrer des enseignes, mais les enseignes sont elles-mêmes étudiées par les pôles bancaires. Oui. Et donc, vous avez une idée relativement précise. Oui. Du potentiel par rapport à l'enseigne. Oui, c'est vrai que la force aussi de se présenter en rendez-vous bancaire lorsqu'on s'adosse à une enseigne, c'est que des gens comme moi, qui ne sont pas en agence, mais plutôt à observer ces enseignes, on est là pour accompagner nos agences en leur disant, voilà, il faut savoir que sur telle enseigne, il y a tel besoin de financement, donc on primage peut-être ce travail, ce qui ne vous interdit pas de venir avec votre besoin détaillé quand même, malgré tout. Il y a des spécificités, il y a des enseignes, lorsqu'on sait qu'il y a de la participation de l'enseigne, avec des pactes d'associés pour sortir en cours de route, qu'on va expliquer parfois à nos conseillers en amont du rendez-vous. Donc ces sujets-là sont importants, effectivement, oui. Il faut les avoir à l'esprit, mais ça ne fait pas tout. Encore une fois, au risque d'insister, vous restez quand même le patron de votre future entreprise et celui qui présentait le projet. Le porteur. Le porteur, exactement. Celui qui porte. Tout à fait, voilà, exactement. Ouais. Pour terminer, juste peut-être un petit mot sur Siagi, la contre-garantie Siagi. Oui, alors pareil, dans ce calendrier du temps à venir, ni trop tôt ni trop tard au rendez-vous bancaire, le banquier a par habitude de se contre-garantir. On a parlé de BPI France tout à l'heure et Emmanuel, je ne vais pas rajouter à ce que tu as dit dessus, bien évidemment. En tant qu'établissement bancaire, on a parfois notre propre société de caution interne aussi que l'on fait intervenir et on a des autres compagnies extérieures, dont Siagi, qui vont venir en garantie. Siagi a une spécificité, comme tu le dis François, parce que c'est vrai que parfois c'est le courtier, parfois c'est le franchiseur qui va faire le travail en amont du rendez-vous bancaire pour aller voir Siagi pour un projet en particulier. Et vous allez arriver au rendez-vous bancaire avec la contre-garantie de cet établissement, ce qui met à l'aise quand même le banquier qui se dit finalement c'est un dossier qui est quand même passé devant un comité aujourd'hui, qui a déjà été vu dans une première instance, et donc on va y accorder d'autant plus d'attention, bien évidemment. C'est quelque chose aussi qui, malgré tout, lorsque ça n'a pas été fait, peut être proposé, là aussi, par le banquier en rendez-vous bancaire, de même qu'on pourrait conseiller d'aller voir Initiative ou pour obtenir un prêt d'honneur si ça n'a pas été fait. On peut aussi avoir ce sujet-là. Ouais. Tu viens de préciser un élément aussi important, le fait de passer devant justement un jury, un premier jury pour demander un prêt d'honneur, c'est un test important et que vous prenez aussi en considération. Mais j'y tiens beaucoup, parce que très souvent,
le banquier, c'est le grand jury, c'est celui qui a le droit de vie ou de mort sur un projet. Enfin, en tout cas, c'est perçu comme ça, hein. Et on voit bien que notre stand, par exemple, si vous passez nous voir sur Banque Populaire, on a vu hier, avant-hier, des gens qui venaient en amont et formulés différemment, mais la question c'était celle-là, comment ça peut se passer pour que ça passe, justement. Voilà, c'est un peu ça l'inquiétude. On sent qu'il y a un peu de stress, un peu d'interrogation. Des jurys, vous allez déjà en passer avant même de venir nous voir. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, mais le premier jury que vous allez rencontrer, quand vous avez décidé de créer votre entreprise, c'est votre conjoint, vos enfants, votre entourage familial. Parfois, peut-être, vous allez chercher auprès d'eux, vous allez vendre auprès d'eux quelque chose, c'est de trouver de l'apport, de la love money, comme on dit, c'est-à-dire l'accompagnement. Bah oui, Martin, je crois à ton projet et la grand-mère va donner un petit peu, enfin, ou les parents vont accompagner. Ce premier jury-là, ça fait sourire, mais c'est un jury qui est hyper important. Avant de penser à s'installer, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, on a un mode de vie qui va changer. On va avoir des amplitudes horaires qui vont être différentes. On va avoir des sujets de stress qui peuvent créer des tensions aussi dans la sphère familiale. Il faut absolument le valider avec son entourage en se disant, voilà, on va peut-être passer une période où au démarrage, ça va être un peu plus tendu. Je vais peut-être avoir moins besoin, en tant que porteur de projet, j'insiste là-dessus, avoir besoin de cet accompagnement aussi, de cet encouragement et tout. Donc voilà un premier jury qu'il faut valider d'abord. Effectivement, il y en aura peut-être un deuxième qui sera ce comité qui va délivrer une subvention, qui va délivrer un prêt d'honneur, qui viendra en amont du rendez-vous bancaire. Et finalement, ce ne sera pas une mauvaise chose parce que ça vous fera un magnifique exercice à blanc avant de venir voir le banquier. Et là, vous serez rodé à l'exercice et vous serez beaucoup plus apte, quelque part, à présenter votre dossier. Juste pour terminer, on parle beaucoup de love money aussi. Alors ça, c'est l'aide privée-privée. Oui. Mais ça doit quand même être cadré. Oui. Et peut-être réexpliquer ce que c'est que la love money. La love money, c'est je gratte un peu les fonds de tiroir et je fais le tour de ma famille. Mais bon, alors après, il faut que ce soit bien cadré parce que ça peut polluer aussi une relation privée à côté. Quand il est question d'argent, tout va bien quand il n'y a pas d'argent. Quand il est question d'argent, c'est toujours un sujet. Là aussi, je serais presque tenté de dire, comme on l'a fait un peu en introduction tout à l'heure, la différence entre une subvention et un prêt d'honneur, quoi, quelque part. Bien s'assurer que celui qui vous prête, il le fait dans l'esprit, c'est cadeau, c'est une subvention et il n'y aura pas de remboursement et on est bien d'accord là-dessus. Ou je te fais l'avance, mais j'attends quand même de récupérer mon capital à un moment donné. Ça, c'est un sujet effectivement hyper important qui va malheureusement pas toujours se contractualiser devant quelqu'un qui va mettre un cadre à ce sujet-là, mais il faut l'avoir à l'esprit quand même. Ouais, c'est important. Ouais. On parle donc de passer devant la banque. Il faut y aller avec un business plan, mais c'est mieux d'y aller avec des business plans, c'est ça? Alors c'est vrai que le banquier, il va demander un business plan, il va demander un business plan établi par un expert comptable. Pourquoi? Parce que pour qu'il ait une visibilité en fait sur votre capacité à rembourser l'emprunt, il faut qu'il ait une visibilité sur votre capacité à créer de la richesse et à avoir du résultat. Donc c'est vrai que le business plan, ça va vraiment être la feuille de route, ça va vraiment être le gage de confiance en fait qui va s'instaurer entre le porteur de projet et le financeur. Maintenant, la seule chose qu'on sait dans un business plan, c'est qu'il est faux. Il est faux parce qu'on va prendre tout un tas d'hypothèses de travail et que, à part être Madame Soleil, moi je ne vois pas l'avenir. Hein. Donc ces hypothèses, elles vont se réaliser plus ou moins. Donc c'est quand même intéressant, toujours pareil, dans un esprit, je dirais, professionnel, d'aller voir un financeur en lui disant, ben voilà, mon business plan, j'ai essayé de le faire le plus réaliste, le plus judicieux possible, mais en fait, j'ai prévu plutôt 2 business plans, un hypothèse optimiste, un hypothèse pessimiste. Ça permet de voir que si tout va bien, voilà où je vais en être. Par contre, si ça va mal ou que mes hypothèses sont au plus bas de ce que j'ai pu imaginer, voilà où j'en serai. Et malgré tout, ça passe. Voilà. C'est intéressant d'avoir du coup des hypothèses comme ça multiples et de voir du coup leurs variations. Donc après, vous pouvez faire, là je vous dis optimiste, pessimiste, vous pouvez faire hypothèse haute, hypothèse basse, hypothèse petit moyen, grand moyen. Enfin après, on peut l'imaginer sous plein d'angles. Mais ça nourrit la réflexion et ça évite de dire, de s'enfermer en fait dans une ligne. Parce qu'on le sait, la vie de l'entrepreneur, c'est pas une autoroute. Hein. Des fois, on va se faire des sorties, pas des sorties de route, mais on va faire des sorties, on va faire les petits chemins de campagne et puis on va revenir sur l'autoroute qu'on s'était fixée. Et donc, c'est important que le financeur comprenne et l'intègre aussi dans le risque qu'il va prendre à vos côtés. Alors, il y a peut-être un risque qu'on connaît pas trop, mais
qu'il faut quand même anticiper, c'est l'hypercroissance. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est un risque et comment il est engendré ce risque? Oui. Alors l'hypercroissance, c'est vrai que c'est super en fait, je fais mieux, je surperforme en fait, c'est ça ce que ça veut dire, oui. Alors le business plan, déjà il va être bâti sur une horizon de 3 à 5 ans, donc c'est pas non plus quelque chose de très très long terme, hein, c'est plutôt du court moyen terme. Et puis en franchise, vous allez avoir des indicateurs clés qui vont vous être communiqués par le franchiseur. Et le franchiseur, il va vous donner une moyenne des performances en fait, que fait son réseau pour vous situer à peu près. Si vous êtes en hyper-croissance, en surperformance, c'est génial, mais sauf que ça veut dire que peut-être les moyens que vous avez mis en fait, dans l'affaire, ils ne vont pas suffire. Et c'est ce qu'on va appeler mourir en bonne santé. C'est-à-dire que tout va bien, vous avez plein de clients, vous avez plein de demandes, vous êtes super content, sauf que vous n'avez pas embauché assez de monde. Donc les clients, en fait, ils sont là, mais ils repartent, ils ne sont pas servis, ils ne sont pas satisfaits. Vous avez plein de clients, mais vous avez du coup besoin d'acheter plus de matières premières et vous n'avez pas prévu assez d'apport personnel de trésorerie. Donc vous ne pouvez pas acheter la matière première. Donc vous vous retrouvez soit à l'acheter trop cher, soit à avoir des ruptures de stock et donc des ruptures de livrables. Et c'est un problème, voilà, un peu comme une hypercroissance. C'est-à-dire un arbre, par exemple, qui pousse trop vite, s'il pousse trop vite et qu'il n'a pas un tuteur pour le soutenir, il casse. Et c'est ça le risque en fait qu'on peut avoir, qui peut être un risque où on se dit, au contraire, c'est quelque chose que j'aimerais bien connaître, mais non, qui est un risque vraiment à anticiper pour justement gérer sa croissance dans le temps. Gérer sa croissance, on peut le faire aussi avec un expert comptable, puisque vous n'êtes pas là qu'au début et pour faire simplement ce qui est réglementaire. Comment un expert comptable peut justement accompagner un chef d'entreprise dans sa croissance? Alors nous, les experts comptables, on est un peu comme des médecins de famille. C'est-à-dire qu'on va intervenir d'abord à la naissance de l'entreprise. Donc on va pratiquer les soins liés à la naissance. Et puis après, tout ce qui va être la croissance, c'est un peu comme un enfant en fait. On va suivre différents indicateurs qui vont nous permettre de vous conseiller pour savoir si vous allez bien ou si vous allez trop vite, je vous le souhaite, mais voilà, si vous donnez bien les moyens de vos ambitions. Donc, on va mettre en place tout un tas d'indicateurs en fait à vos côtés. Alors, le premier indicateur, c'est le bilan annuel qui permet de faire un point à date et de savoir par rapport au prévisionnel où est-ce qu'on en est qu'on est en avance ou est-ce qu'on est en retard. Mais un an, c'est très très long, surtout quand on démarre une entreprise. Donc, on va souvent faire des indicateurs intermédiaires. Ça va être par exemple une situation intermédiaire qui, comme son nom l'indique, intervient entre la naissance et le premier bilan, donc à 6-7 mois de vie, pour savoir où vous en êtes justement et si les moyens et les objectifs sont adaptés. Et puis ça peut être des indicateurs un peu flash qu'on va suivre comme ça, peut-être au mois le mois, indicateurs qui peuvent être selon les activités, le niveau de chiffre d'affaires par personne, la marge, le niveau de trésorerie, et qui permettent tout de suite, un peu comme un tableau de bord dans une voiture, de vous dire ok, là c'est vert, on y va, ou attention, orange, ralentir, ou rouge, faut donner un coup de frein, ou carrément braquer à gauche parce que là on va se faire le mur. Parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'en termes de franchise, c'est possible de se développer, de devenir multi, voire plurifranchisé. Ça, c'est selon les contrats et qu'il faut l'anticiper. Alors c'est vrai que moi des fois je rencontre des porteurs de projets qui sont pleins d'ambition, qui me disent moi je vais en ouvrir 4 d'entrée de jeu. Ok. Alors ça se prépare en fait, ça se prépare parce que bien gérer une franchise, un point de vente, c'est pas la même chose qu'en gérer 2, 3 ou 4, parce qu'on ne peut pas se démultiplier, parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre une structure en fait autour de soi, une structure juridique, une structure d'équipe qui est nécessaire. Et puis ça peut aussi être un sujet dès la signature du contrat en fait, ou dans certains contrats de franchise, vous pouvez pas être, vous pouvez peut-être être multi-franchisé, c'est-à-dire avoir plusieurs points de vente de la même enseigne, mais vous ne pouvez pas être plurifranchisé. Ou vous pouvez l'être, mais que sur certains secteurs, ce qui peut se comprendre pour éviter d'avoir une sorte de concurrence qui est interne. Donc c'est important, vous voyez, dès le contrat de franchise, si vous avez des projets ambitieux comme ça, de voir ce que vous permet le contrat et après de l'organiser. Par exemple, moi ça m'arrive dès le départ, on crée une holding. Alors, une holding qui détient un seul point de vente, c'est un peu ridicule, mais c'est parce qu'on sait que demain, la holding, elle va porter un deuxième, un troisième point de vente et qu'on aura du coup l'organisation, au moins sur le papier, nécessaire pour faire face. Pour terminer, on va parler d'un métier hyper important. Et puis, juste pour rappeler multi-plurifranchise,
on a quand même des franchisés qui ont très bien réussi et qui peuvent avoir 50 à 100 points de vente. Alors, c'est bien sûr l'exception de l'exception, mais ça vous donne la mesure de ce que peut être le développement en franchise. Donc Emmanuel, le métier de courtier en crédit professionnel, ça a été très popularisé dans l'immobilier, le métier de courtier. Comment ça fonctionne pour les professionnels et comment vous les accompagnez justement pour optimiser leurs chances de décrocher le Graal qui va leur permettre de s'exprimer? En effet, ça fait maintenant une quinzaine d'années que le courtage en financement professionnel est vraiment apparu en France. Et l'idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès au crédit pour les TPE, en fait. Le but chez Crédit Pro, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec plus de 130 partenaires bancaires et non bancaires. Partout en France, donc. Et ce qui est très important, c'est que quelquefois, la personne qui porte un projet l'a très bien étudié, connaît par cœur la franchise, mais connaît un peu moins le monde bancaire. On connaît quelquefois sa banque familiale, mais on connaît un peu moins les banques professionnelles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous mettre le pied à l'étrier, de vous accompagner dans cette démarche. Et surtout, lorsque vous choisissez un emplacement, eh bien, cet emplacement ne va pas vous attendre des mois et des mois. Évidemment, il y a du monde sur le marché. Et donc, cet emplacement, on va vous laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois pour pouvoir vous positionner sur ce bail ou cette reprise d'entreprise. Et donc, le rôle du courtier, c'est aussi de vous aider à tenir ce timing et à faire en sorte que votre projet, en effet, soit envoyé mature et vraiment idéal pour que le banquier, lui, puisse prendre le relais et envoyer en effet ce dossier au comité de risque et faire la deuxième partie du travail finalement. Donc on travaille aussi avec une notion d'expertise. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, aller voir le banquier, c'est aller le voir au bon moment. Et nous, justement, on va pouvoir traiter toutes vos interrogations pour le montage du dossier, vous conseiller pour que, en effet, quand on finalise le dossier ensemble, ce soit un dossier qu'on puisse appeler un peu un dossier comité qu'on envoie au banquier. Et le banquier, en effet, nous réinterrogera sur quelques points, mais pourra surtout très vite aller le présenter au comité risque. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et on utilise un logiciel métier qui permet de voir quand est-ce que le banquier a pu ouvrir le dossier. Donc on a un vrai suivi avec les banques. Peut-être préciser aussi le mode de rémunération, parce que vous êtes rémunéré que s'il y a un résultat, quoi, en fait. Voilà, donc en fait, le métier de courtier, c'est un métier d'hommes et de femmes passionnés par, en effet, l'objectif final qui est que vous voyez tout simplement l'argent sur votre compte, puisque c'est un petit peu ça qui compte quand même. Et donc en effet, on est rémunéré uniquement au succès après que vous ayez eu vos fonds décaissés. Voilà, donc il y a vraiment... on va se parler pendant plusieurs mois avant, en effet, que l'objectif final soit atteint. Merci à tous. On va peut-être prendre juste une dernière petite question dans l'Assemblée, s'il y en a une. Non, moi j'en ai peut-être une dernière justement pour la banque, parce que c'est très important. Peut-être s'il fallait donner une seule recommandation pour sécuriser son projet, parce que on peut voir différentes enseignes, être dans l'euphorie de son projet, se dire qu'il va aboutir et se retrouver bloqué à la banque, tout simplement parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Oui, alors, border son projet, ça on se l'est dit, maintenant je pense que le message est bien passé. Jouer aussi surtout la carte de la transparence. Je pense que quand on rentre dans un rendez-vous bancaire, c'est logiquement un succès lorsque le dossier est bien présenté, donc une future relation qu'on a avec son banquier, et elle ne peut reposer que sur de la transparence, de la sincérité. Les moments difficiles, ils existeront peut-être, et le fait de se connaître et d'avoir ce feeling, il est hyper important. Quand on échange avec vous à la sortie d'une réunion, une journée bancaire avec différents banquiers rencontrés avec le courtier et le porteur de projet,
Moi, je m'aperçois que souvent le courtier nous dit ce qui fait la différence, ce que le porteur de projet nous a dit à la fin de la journée en premier débrief comme ça, c'est j'aimerais plutôt que ça se finalise avec un tel ou un tel parce que j'ai eu un bon feeling avec ce conseiller ou avec cette conseillère. Donc on voit bien que c'est une histoire avant tout d'hommes et de femmes, d'humains. Et donc effectivement, si on a franchi le côté complétude, venir au bon moment et tout, il y a ce sujet de la transparence et de sentir les choses dans la réciprocité. Il faut que vous ayez en face de vous un interlocuteur qui comprend votre métier, qui comprend vos attentes. Et il faut que de l'autre côté, ça soit aussi réciproque, quoi. Voilà. Droit et devoir, comme disait Olga. Ouais. Et la transparence, la banque a quand même les moyens de savoir si ce que vous dites est vrai ou Par pas. recoupement, quoi, en fait. Oui, à un moment donné, on n'est pas infaillible, mais il y aura des choses qui vont quand même transpirer. Oui, oui. Si Parfait. je peux peut-être ajouter, justement, dans le suivi de la transparence, préparez bien aussi tout ce qui est lié à votre situation personnelle, parce que quand vous créez une entreprise, finalement, le seul reflet de votre gestion, c'est votre compte bancaire personnel en premier lieu. Et donc, il faut être impeccable là-dessus. Voilà. Parfait. Je vous recommande juste un livre, le dernier que j'ai écrit, Projet Entreprendre. Si vous voulez en savoir plus sur les critères pour devenir chef d'entreprise et pouvoir choisir justement entre les différents modes de création d'entreprise dans la franchise. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée dans le salon. Merci. Merci.